On dit que Paris est la ville de l'amour, des lumières et des clichés parfaitement prévisibles. Apparemment, pour moi, c'était aussi la ville des surprises. Votre mari emmène son ex-petite amie à votre place. J'ai découvert cette petite pépite de bonheur conjugal un jeudi matin. Pas par une confession larmoyante ou une confrontation dramatique, mais via un email de confirmation de compagnie aérienne égarée. Oui, un email. Parce que rien ne crie, le romantisme est mort, comme découvrir que votre mariage de 10 ans est une mascarade via un dossier indésirable. Mon mari, Eric, béni soit son cœur inconscient, ou son absence de cœur, avait laissé son ordinateur portable ouvert. Et c'était là, me fixant depuis l'écran comme une enseigne au néon clignotant, vous avez été remplacé. L'objet, gala parisien, confirmation vol et hôtel pour Éric Meunier et Clara Sinclair. Clara Sinclair. Clara. La même Clara Sinclair dont il jurait qu'elle n'était qu'une amie de fac qui surgissait occasionnellement dans ses MP comme un mauvais urticaire. Il s'avère qu'elle était moins un urticaire et plus une crise existentielle à part entière, accompagnée d'un billet de première classe pour la ville lumière. Ma réaction initiale ne fut pas les larmes. Oh non. Les larmes sont pour les amateurs. Ma réaction initiale fut un clignement lent et délibéré. Puis un autre. Et puis un rire. Un rire grave, guttural, totalement déséquilibré qui ressemblait probablement à une hyène s'étouffant avec un craquelin particulièrement sec. Parce que faites-vous d'autre quand votre vie décide de devenir une mauvaise sitcom? Vous riez. Vous riez jusqu'à ce que votre diaphragme vous fasse mal. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez juste d'entrer en combustion spontanée pour finir en un tas de cendres ironiques. J'ai zoomé sur les détails. Siège de première classe, une suite dans un hôtel de charme près de la Tour Eiffel, le gala de l'Opéra, un événement caritatif chic pour une cause obscure, impliquant probablement des poignées de porte Louis XV ou quelque chose d'aussi prétentieux. Ce n'était pas juste une aventure occasionnelle. C'était une escapade romantique méticuleusement planifiée, et c'était censé être notre voyage pour nos 10 ans de mariage. Eric était resté si vague à ce sujet, marmonnant quelque chose à propos d'engagement professionnel et de « peut-être l'année prochaine, chérie ». L'année prochaine, chérie, en effet. L'année prochaine, tu dormiras sur le canapé, chérie. Ou dans une niche de luxe. Je l'imaginais charmant et suave, répétant probablement ses répliques de séducteur devant le miroir de la salle de bain. Bonjour, ma chérie, chuchoterait-il à Clara pendant que j'étais à la maison, probablement en train de lutter avec un siphon bouché ou d'essayer de déchiffrer les instructions d'un meuble en kit. L'audace absolue de tout cela était époustouflante. C'était comme s'il avait pris notre mariage entier, l'avait chiffonné en une petite boule, et puis juste pour le plaisir, y avait mis le feu avec un briquet de créateur. L'absurdité de la situation était presque poétique. Me voici, Sophie. La femme qui avait passé une décennie à perfectionner l'art de faire semblant de s'intéresser aux histoires de golf d'Eric et aux commentaires passifs-agressifs de sa mère, maintenant reléguée sur la touche pour une femme nommée Clara. Clara, qui, si mes souvenirs sont bons, avait un penchant pour porter trop de paillettes et parler exclusivement de son caniche rescapé. Je veux dire, franchement, Eric. Tu as échangé une femme qui pouvait réparer un robinet qui fuit et faire une superbe tarte aux pommes pour une passionnée de caniche obsédée par les paillettes. Mon estime de soi n'était pas blessée. Elle était juste profondément confuse. C'était comme si on vous disait que vous n'êtes pas assez bon pour un rôle et que vous découvriez ensuite que le rôle a été attribué à une pomme de terre consciente. Mon esprit, toujours un carnaval chaotique de pensées cyniques, a immédiatement commencé à rédiger les gros titres. Une femme de la région découvre le rendez-vous parisien de son mari et envisage de devenir une dame à chat. Ou peut-être, épouse remplacée par l'ex-petite amie. Est-ce la nouvelle norme pour la crise de la quarantaine? Je pouvais déjà entendre le halètement collectif de mes amis suivi de leurs conseils bien intentionnés mais totalement inutiles. Oh, Sophie, je suis tellement désolé, dirait-il, et je hausserais simplement les épaules. Ne le soyez pas. Maintenant, j'ai une histoire fantastique pour mes mémoires. Chapitre 1, l'email qui a tout changé. L'indignation était là, mijotant juste sous la surface, mais elle fut rapidement éclipsée par un sentiment particulier de libération. Pendant si longtemps, je m'étais senti comme un personnage d'arrière-plan dans ma propre vie, un rôle de soutien dans le grand drame de la carrière d'Eric et des attentes de sa famille. Maintenant, soudainement, j'étais la protagoniste, bien que dans une comédie noire. Et le scénario, eh bien, il était sur le point de devenir beaucoup plus intéressant. L'univers m'avait donné un citron,
et je n'allais pas juste faire de la limonade. J'allais faire un cocktail Molotov d'agrumes et le servir avec un accompagnement de Schadenfreude. La pensée d'Éric et Clara sirotant du champagne sur un balcon parisien, complètement inconscient de la tempête qui se préparait à la maison, m'a apporté un sourire tordu. Ils s'imaginaient probablement déjà leur promenade romantique le long de la Seine, leurs mots doux chuchotés sous les lumières scintillantes de la tour Eiffel. Ils ne se doutaient pas que leur escapade romantique était sur le point de devenir une scène d'une émission de télé-réalité très gênante mettant en vedette votre serviteur. Et j'étais prête pour mon gros plan. Ce n'était pas seulement une question de vengeance. C'était une question de réappropriation de mon récit. C'était pour prouver qu'être invisible ne signifie pas être impuissante. Cela signifie juste que vous avez eu plus de temps pour observer, pour planifier, pour aiguiser votre esprit pour en faire une arme. Et croyez-moi, mon esprit était sur le point de devenir une arme très tranchante. Éric pensait aller à Paris avec un secret. Il était sur le point d'apprendre que certains secrets ont une façon de se présenter sans invitation en talons de créateur et avec un, très inattendu. Le jeu, comme on dit, était officiellement lancé. Et je jouais pour gagner, ou du moins pour m'assurer que tout le monde perdrait de façon spectaculaire. On m'avait prise pour une idiote. Et moi qui pensais que mon oncle Michel était le clown de la famille avec ses tours de magie douteux et son sens de la mode encore plus douteux. Il s'avère qu'Éric briguait le titre depuis le début et il venait de remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques de « faire passer sa femme pour une idiote ». L'email n'était pas seulement une confirmation. C'était une gifle numérique, une déclaration publique de mon insignifiance. Et le pire, c'est que ce n'était même pas surprenant. C'était juste le grand final d'une performance d'une décennie où j'étais le paillasson désigné de la famille. Ma belle-mère Elisabeth disait toujours que la famille était tout. Sophie, chérie, roucoulait-elle, tu fais partie de notre famille maintenant. Elle le disait comme si elle m'accordait un grand honneur, pas comme si elle m'assignait le rôle permanent d'aide domestique non rémunérée et de punching ball émotionnel. Elle pensait que je n'étais rien comparé à son précieux Éric, ou en fait comparé à n'importe laquelle de ses ex-petites amies, sur lesquelles elle ne tarissait pas d'éloges. Clara était apparemment l'ex préférée d'Elisabeth, un fait qu'elle ne me laissait jamais oublier. Clara était si vivante, Sophie. Si pétillante. Tu es plus. Discrète. Discrète. C'est la façon polie d'Elisabeth de dire « J'aimerais que tu sois moins toi et plus comme la femme que mon fils voulait réellement épouser, mais avec laquelle il s'est contenté. » Les micro-agressions s'étaient accumulées comme du linge sale pendant des années. Les haussements d'épaules dédaigneux d'Éric quand je parlais de mon travail, ses oublis concernant notre anniversaire, le mien, mon existence, la façon dont il sapait subtilement mes opinions devant sa famille, pour me dire plus tard que j'étais trop sensible. Du gaslighting classique. Il me faisait sentir comme si j'imaginais des choses, comme si c'était moi la folle de vouloir un respect basique ou, vous savez, un mari qui se souvenait réellement de mon nom sans avoir à vérifier son alliance. Es-tu sûre que j'ai dit ça, Sophie? Tu es toujours si dramatique. Oh, je suis dramatique. Attends de voir ma grande entrée à Paris, chérie. Ce sera un drame pour les siècles à venir. Et la famille, il ne valait pas mieux. Ma belle-sœur, Béatrice, qui était censée être ma confidente, avait l'habitude de laisser échapper accidentellement des détails sur le passé d'Éric avec Clara. Oh, tu sais, Éric et Clara avaient l'habitude d'aller à Paris chaque année. C'était leur endroit spécial. Elle le disait avec un sourire mielleux, comme si elle partageait un doux souvenir, pas comme si elle remuait le couteau dans ma confiance déjà en sang. Je hochais juste la tête, forçant un sourire. Alors qu'à l'intérieur je hurlais. Ma belle-sœur avait remporté le César de la performance passive-agressive. Et moi, j'étais juste une figurante déconcertée. Je me souviens d'un dîner de famille particulièrement délicieux où Éric, dans un accès de nostalgie alcoolisée, a commencé à évoquer un voyage à Rome avec Clara. Elle me comprenait juste, tu sais, bredouilla-t-il, me regardant droit dans les yeux comme si j'étais une plante verte. Nous avions cette connexion incroyable, comme si nous étions deux moitiés d'un tout. Je suis restée assise là à mâcher mon poulet rôti, essayant de décider si je devais lui jeter la saucière ou simplement me mettre tranquillement en feu. Au lieu de cela, j'ai juste offert un sourire crispé et dit, comme c'est pittoresque. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu l'étaler sur du pain grillé. L'abandon n'était pas seulement émotionnel. Il était littéral. Éric était toujours trop occupé pour des vacances en famille, pour des soirées en amoureux, pour même une simple conversation qui ne tournait pas autour de son handicap au golf. Mais apparemment,
il avait amplement le temps pour une escapade romantique parisienne avec Clara. C'était comme s'il avait un portail secret vers un univers parallèle où il était un partenaire dévoué et attentif. Et cet univers ne m'incluait tout simplement pas. J'étais si invisible que je n'étais probablement même pas sur les photos de famille. Peut-être que j'étais juste une tache sur l'objectif. La manipulation était subtile, insidieuse. Il promettait des choses. Nous ferons un grand voyage en Europe l'année prochaine, je le promets, Sophie, puis il oubliait commodément ou blâmait la pression du travail ou mes attentes déraisonnables. Il me faisait culpabiliser de suggérer même que nous passions du temps ensemble. Ne comprends-tu pas à quel point je suis stressé, Sophie? J'essaie de subvenir à nos besoins. Subvenir à nos besoins. Plutôt subvenir aux besoins de sa vie secrète avec Clara. Je jure. Parfois je pensais qu'il essayait de me faire le quitter, mais il était trop lâche pour appuyer sur la gâchette lui-même. Alors, il a juste continué à charger l'arme avec de petites offenses et trahisons, espérant que je finirais par appuyer pour lui. Mais voilà le truc quand on est pris pour un idiot. Cela finit par vous rendre sage, ou du moins incroyablement cynique. Toutes ces années à être négligé, sapé et manipulé m'avaient donné une perspective unique. Je voyais le monde et surtout mon mariage à travers une lentille d'humour noir. Chaque offense était une chute de blague en attente. Chaque trahison une mise en place pour une réplique magnifique. Je n'étais pas une victime. J'étais une humoriste. Et ma vie était le matériel. Le déclencheur, la goutte d'eau, n'était pas l'email lui-même, mais la réalisation que ce n'était pas un incident isolé. C'était un modèle. Une décennie où j'étais l'épouse pratique et prévisible, tandis qu'il vivait ses fantasmes à côté. J'avais été tellement occupé à essayer d'être la bonne épouse, la partenaire solidaire, que j'avais oublié d'être moi-même. Et moi-même était une femme qui n'appréciait pas d'être traitée comme une plante d'intérieur glorifiée. Alors, en fixant cet email, un plan a commencé à se former. Un plan magnifique, complexe, délicieusement rancunier. Ce n'était plus une question de larmes ou de colère. C'était une question de stratégie. Il s'agissait de transformer leur escapade romantique parisienne en un spectacle public aux proportions épiques. Et cela impliquait le mari de Clara Sinclair. Parce que s'il y a une chose pire que d'être trompé, c'est d'être trompé par deux personnes qui pensaient être incroyablement intelligentes. Et s'il y a une chose meilleure que la vengeance, c'est la vengeance avec un accompagnement d'humour humiliant parfaitement chronométré. Ma souffrance n'était pas seulement tragicomique. Elle était sur le point de devenir une tragicomédie à pleurer de rire et à en rester bouche bée. Et moi, Sophie, j'étais prête à diriger l'acte final. Mon plan était si discret, si méticuleusement conçu que même la DGS prendrait des notes. Entre un café et un beignet, bien sûr, Eric et Clara pensaient qu'ils étaient malins, mais ils étaient sur le point d'apprendre qu'une femme méprisée, surtout une avec une décennie de griefs accumulés et un penchant pour l'humour noir, est une force de la nature, ou à tout le moins, un ouragan très bien organisé en chaussures de créateur. La première étape consistait à confirmer le statut marital de Clara. Un défilement rapide et décontracté à travers ses profils publics sur les réseaux sociaux, parce que qui a besoin de détective privé quand on a Instagram, a révélé une pléthore de photos écœurantes de douceur d'elle et de son mari, Louis. Louis, un gars à l'air solide. Un peu fade peut-être, mais encore une fois, Eric l'était aussi. Et regardez où cela m'a mené. Louis, il s'est avéré, était un cadre dans la tech, ce qui signifiait qu'il était probablement trop occupé à coder pour remarquer que sa femme planifiait une escapade romantique avec son ex. Parfait. Une autre victime insoupçonnée du sens de l'humour tordu de l'univers. Ma première pensée fut de simplement me présenter à l'aéroport, une manifestation d'une seule femme avec un mégaphone et une pancarte disant « Mon mari est un tricheur et il emmène son ex à Paris ». Mais cela semblait désordonné et franchement un peu trop comme quelque chose qu'une personne normale et bien équilibrée ferait. Je n'étais pas normal et je n'étais certainement pas bien équilibré. J'étais Sophie, la femme qui transformait sa douleur en punchline. J'avais besoin de quelque chose avec plus d'éclat, plus de panache, quelque chose qui ferait tomber la mâchoire d'Eric si fort qu'elle frapperait les pavés parisiens. L'idée d'impliquer Louis a jailli comme un neurone rebelle dans mon cerveau cynique. Il était l'autre moitié de ce quatuor pathétique et involontaire. Il méritait de savoir. Et plus important encore, il méritait de faire partie du grand dévoilement. C'était un pacte d'entraide, une co-conspiration des cocus. Nous étions les Avengers des trahis, sauf que nos super-pouvoirs étaient le sarcasme et un sentiment partagé de profonde déception.
trouver les coordonnées de Louis n'a pas été difficile. Un peu de recherche sur LinkedIn, une rapide référence croisée avec les publications publiques de Clara, et voilà. J'ai rédigé l'email soigneusement, chaque mot choisi pour un impact maximal et une fuite émotionnelle minimale. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était une invitation à une fête très exclusive et très humiliante. Objet, concernant votre prochain voyage à Paris et la compagne de voyage de votre femme. Cher monsieur Lefebvre, je crois que nous avons quelque chose en commun. Nos conjoints respectifs prévoient une escapade romantique à Paris, oubliant commodément de nous inviter. Mon mari, Éric Meunier, emmène votre femme, Clara Sinclair, au gala de la rentrée. J'ai les confirmations de vol et d'hôtel. Je pensais que cette information pourrait vous intéresser. Peut-être devrions-nous discuter de la façon de rendre leur voyage mémorable. Cordialement, Sophie Meunier. C'était direct, droit au but, et portait juste la bonne quantité de calme glacial. Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais une femme hystérique. Je voulais qu'il me voie comme une partenaire stratégique dans le crime, un copilote dans l'express de la vengeance. La réponse de Louis est arrivée en moins d'1 heure. Elle était courte, choquée et étonnamment cohérente. Appelez-moi. Numéro de téléphone. Notre première conversation fut un chef-d'œuvre de maladresse et d'incrédulité partagée. Il était initialement sceptique, bien sûr. Êtes-vous sûr de cela ? A-t-il demandé, sa voix serrée par un mélange de confusion et d'horreur naissante. Absolument, ai-je répondu, ma voix aussi stable que la main d'un chirurgien. J'ai les reçus littéraux, et une décennie de preuves anecdotiques que mon mari est un idiot de classe mondiale. Nous avons parlé pendant des heures, échangeant des histoires sur les trahisons de nos conjoints respectifs. C'était comme un groupe de soutien pour les malchanceux terminaux en amour, sauf qu'au lieu de partager des sentiments, nous partagions des renseignements. Louis, il s'est avéré, était tout aussi inconscient que je l'avais été. Clara lui avait dit qu'elle partait en voyage entre filles à Paris pour une retraite bien-être. Une retraite bien-être, d'accord, pour sa libido. Ma souffrance, j'ai réalisé, n'était pas unique. C'était une expérience humaine partagée, bien qu'une expérience qui impliquait généralement moins de paillettes et plus de bien-être réel. Mais le partager avec Louis, un parfait inconnu, rendait cela d'une certaine manière plus drôle. Nous avons sympathisé sur l'audace absolue de nos conjoints, sur le ridicule de leurs mensonges. Ma femme m'a dit qu'elle allait à une convention de tricot, a avoué Louis, un rire ironique lui échappant. Une convention de tricot à Paris ? J'aurais dû m'en douter. J'ai ricané. Le mien a dit des engagements professionnels. Apparemment, le travail implique maintenant du champagne et une ex-petite amie. Nous avons décidé du plan. Nous irions à Paris ensemble. Pas en tant que couple, notez bien, mais en tant que deux individus avec un but commun, gâcher la fête, exposer la vérité et livrer une humiliation publique si profonde qu'elle résonnerait dans les couloirs sacrés de la haute société parisienne. Nous arriverions au gala, ferions notre grande entrée, et laisserions les jetons et les flûtes de champagne tomber où ils peuvent. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Me voici en train de planifier un voyage à Paris, la ville que mon mari me promettait depuis des années, mais avec un homme que je venais tout juste de rencontrer dont la femme le trompait avec mon mari. C'était comme une farce moderne, une comédie des erreurs dignes de Molière. Si Molière avait un sens de l'humour noir et un penchant pour l'infidélité conjugale, mon humour d'autodérision était en sur-régime. Ma vie amoureuse a vraiment pris un tournant, ai-je songé devant Louis. Des dîners ennuyeux à l'espionnage international avec un inconnu. Au moins, ce n'est jamais ennuyeux. Louis, à son crédit, apprenait vite. Il était blessé, oui, mais possédait aussi une colère calme et bouillonnante qui correspondait à ma propre résolution cynique. Il comprenait la nécessité d'un spectacle public, non par malice, mais par désir de justice et peut-être un peu d'éclat théâtral. Nous ne cherchions pas la violence physique. Nous cherchions la dévastation émotionnelle livrée avec une précision chirurgicale et un accompagnement d'esprit mordant. Alors que la date de départ approchait, je ressentais un étrange mélange de nervosité et d'euphorie. Ce n'était pas juste une question de vengeance. C'était une question de réappropriation de mon pouvoir, de ma voix. Pendant trop longtemps, j'avais été sous-estimé. Une présence silencieuse en arrière-plan. Éric pensait m'avoir cerné, que j'étais trop douce, trop conventionnelle pour jamais vraiment faire des vagues. Il était sur le point d'apprendre que parfois les plus calmes sont les plus dangereux. Parce que pendant qu'ils sont silencieux, ils observent aussi, planifient et aiguisent leur couteau.
Et mon couteau, cher Eric, était sur le point de te découper une part très publique de tarte à l'humilité. L'air de Paris était vif, portant l'odeur du café frais et du destin conjugal imminent. Louis et moi sommes arrivés séparément juste quelques heures avant le gala de l'opéra. Nous nous sommes rencontrés dans le hall d'un hôtel discret loin du nid d'amour d'Éric et Clara. Nous avons échangé un regard, un mélange d'anticipation nerveuse et de détermination sombre. Prêt pour le spectacle, ai-je demandé, un sourire ironique jouant sur mes lèvres. Louis a hoché la tête, une lueur de quelque chose ressemblant à de l'excitation dans ses yeux. Né prêt, ou du moins assez prêt pour gâcher un bon moment. Nous sommes arrivés au gala, une grande affaire tenue dans une salle de bal dorée, une symphonie de lustres et de chuchotements feutrés. L'endroit puait le vieil argent et les nouveaux secrets. J'ai pris une profonde inspiration, ajusté ma robe, une tenue élégante vert émeraude qui criait « Je suis ici pour récupérer ma dignité et avoir l'air fabuleuse en le faisant », et j'ai pris le bras de Louis. Il avait l'air étonnamment fringant dans son smoking, un homme en mission, ou peut-être un homme sur le point d'assister à l'événement social le plus gênant de sa vie. Alors que nous entrions dans la salle de bal, le murmure des conversations sembla vaciller, puis enfler. Mes yeux ont scanné la pièce et ils étaient là, Eric et Clara, ayant l'air tout à fait trop à l'aise, trop suffisants, trop parisiens. Clara était drapée dans une robe à paillettes, scintillant comme une boule à facettes. Et Eric, toujours l'image de la confiance fade, avait son bras autour de sa taille. Il riait, trinquait avec des flûtes de champagne, complètement inconscient des deux bombes à retardement qui venaient d'entrer dans leur orbite. Eric m'a vu le premier. Son sourire, qui avait été plaqué sur son visage comme un mauvais postiche, s'est lentement dissous. Ses yeux se sont écarquillés, puis rétrécis, puis sont sortis de leurs orbites. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme, ou peut-être une facture très chère. Clara, suivant son regard, s'est retournée. Son visage pailleté est passé de la joie étincelante à l'horreur totale plus vite qu'on ne pouvait dire infidélité. C'était glorieux. Absolument et exquisément glorieux. Sophie. Eric bégaya, sa voix n'étant qu'un couinement pathétique. Quoi? Que fais-tu ici? Je lui ai offert mon sourire le plus éblouissant, le plus insincère. Eh bien, chérie? Je suis ici pour le gala. Tu sais, celui dont tu as oublié de me parler. Heureusement, Louis ici présent a été assez gentil pour m'inviter. J'ai fait un geste vers Louis, qui a fait un signe de tête poli mais ferme. Clara, pendant ce temps, bafouillait. Louis, qu'est-ce que tu fais avec elle? Sa voix était perçante, coupant à travers le bourdonnement poli de la salle de bal. Plusieurs têtes se sont tournées. Les chuchotements ont commencé. Louis s'est avancé, sa voix calme, presque de façon énervante. Eh bien, Clara, il semble que nous ayons tous deux reçu des invitations plutôt inattendues à ce charmant événement. Sophie et moi avons simplement décidé de faire du covoiturage. Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau à beurre. Le visage d'Éric était un chef-d'œuvre d'émotions contradictoires. Choc, trahison, une réalisation naissante que son château de cartes soigneusement construit s'effondrait autour de lui. Clara avait l'air d'être sur le point d'entrer spontanément en combustion pour finir en un tas de paillettes et de regrets. Eric, chéri, ai-je continué, ma voix dégoulinant de venin mielleux. Tu devrais vraiment travailler sur la sécurité de tes emails. C'est assez étonnant ce qu'on peut trouver dans un dossier, indésirable, de nos jours, surtout quand cela implique des billets de première classe et une charmante ex-petite amie. Un halètement collectif a traversé la salle. Les gens fixaient ouvertement maintenant, leur verre de champagne figé en l'air. Ce n'était pas juste un drame. C'était de la télévision aux heures de grande écoute, en direct et non édité. Sophie, c'est très inapproprié. Eric siffla, essayant de me tirer à l'écart. J'ai doucement repoussé sa main. Inapproprié, mon cher? Ce qui est inapproprié, c'est de planifier une escapade romantique avec ton ex-petite amie pour notre 10e anniversaire de mariage. Ceci, Eric, est simplement une justice poétique. Avec un meilleur traiteur. Clara, trouvant enfin sa voix, a hurlé, vous nous avez piégés, vous deux. Vous travaillez ensemble. Louis a haussé un sourcil. Eh bien, quand deux personnes se retrouvent dans une situation malheureuse plutôt similaire, on a tendance à trouver un terrain d'entente, ou dans ce cas, des itinéraires de vol communs. L'hôte du gala, un homme corpulent en veste de velours, s'est approché, l'air totalement déconcerté. Est-ce que tout va bien ici?
Parfaitement bien, merci, ai-je gazouillé avant de me retourner vers Eric et Clara. Juste une petite dispute domestique. Mon mari ici présent avait l'impression que Paris était assez grand pour 2 secrets. Il s'avère que non, surtout quand l'un de ces secrets porte des paillettes. Eric, vaincu, s'est affaissé contre un pilier. Clara, le visage rouge et furieuse, a tapé du pied. C'est humiliant. Oh, ma chérie, ai-je dit, ma voix dégoulinant de fausse sympathie. Tu n'as pas encore vu l'humiliation. L'humiliation, c'est quand ton mari te dit qu'il travaille tard, mais qu'il pratique en fait son ton le plus séducteur pour sa maîtresse. Ça. C'est juste un mardi soir pour moi, sauf avec un meilleur éclairage. La foule, sentant le délice du drame qui se déroulait, était maintenant totalement investie. Les téléphones étaient subtilement levés. Les chuchotements se transformaient en commentaires ouverts. Avez-vous entendu ça? Sa femme s'est présentée avec son mari. Oh mon Dieu, le scandale. Je n'avais jamais imaginé qu'une simple entrée puisse laisser autant d'adultes pâles, et personne n'était même fan d'art. Le poids du jugement social, l'humiliation publique pure et simple les écrasait. C'était une belle chose à voir. Eric, l'homme qui s'était toujours targué de sa discrétion, était maintenant la vedette d'un spectacle très public et très humiliant. Clara, la pétillante, n'était plus qu'un gâchis froissé de paillettes et de honte. Louis et moi avons échangé un regard complice. Notre mission était accomplie. La révélation n'était pas seulement surprenante. Elle était triomphante. Nous avions transformé leur fantasme romantique en un cauchemar vivant. Et nous n'avions même pas eu besoin d'élever la voix, juste nos sourcils et notre sens collectif de l'indignation sarcastique vertueuse. La justice a été servie froide et avec un accompagnement de frites parce que même la vengeance a besoin d'un bon en-cas. Les conséquences du gala parisien furent, comme prévu, un désordre glorieux. Eric a essayé de sauver ce qui restait de sa réputation, qui à ce moment-là était aussi substantielle qu'un soufflet après un accident de voiture. Il a appelé, il a supplié, il a même envoyé un bouquet de fleurs, je suis désolé, qui sentait bizarrement le regret et l'eau de Cologne bon marché. J'ai bien sûr renvoyé les fleurs avec un mot. Garde les fleurs. Je préfère mes excuses sous forme de papier de divorce signé et d'un règlement non contesté. Le mariage de Clara et Louis a implosé de manière prévisible plus vite qu'une tente bon marché dans un ouragan. Louis et moi sommes restés en contact, pas en tant que couple romantique. Dieu m'en garde de sauter d'un feu de poubelle à un autre, même s'il était un être humain parfaitement décent, mais en tant que co-survivant d'un naufrage conjugal particulièrement méchant. Nous prenions occasionnellement un café, échangeant des histoires de guerre et des blagues noires sur les périls des relations modernes. Il était, à sa manière calme, tout aussi cynique que moi, ce qui en faisait une excellente compagnie. Il m'a même aidé à trouver un bon avocat spécialisé en divorce. Il s'avère qu'un cadre technologique s'y connaît un peu en démêlage de réseaux compliqués. Ma nouvelle normalité était moins faite de dîners romantiques et plus de la redécouverte de la joie de ne pas avoir à faire semblant de s'intéresser au golf. J'ai emménagé dans un appartement plus petit, je l'ai décoré exactement comme je le voulais, et j'ai commencé à prendre des cours de poterie parce que rien ne dit, je guéris, comme modeler l'argile en forme vaguement phallique. Les gens, bien sûr, avaient des opinions. Ma belle-mère, Elisabeth, a d'abord essayé de jouer la victime. Comment as-tu pu faire ça à Eric, Sophie? Il est dévasté. J'ai juste ri. Dévasté, Elisabeth. Il était dévasté quand son club de golf préféré s'est cassé. C'est juste un inconvénient. Elle a fini par arrêter d'appeler. Probablement parce que j'ai commencé à répondre par des déclarations de plus en plus absurdes comme « Bonjour, vous avez joint la maison des opinions non sollicitées de Sophie. Comment puis-je vous décevoir aujourd'hui ?» Béatrice, ma belle-sœur, est étonnamment revenue vers moi. Après avoir vu toute l'étendue de la duplicité d'Eric, elle s'est excusée. « J'ai toujours pensé que tu étais calme », a-t-elle admis lors d'un brunch très gênant. Je suppose que je n'ai jamais réalisé à quel point tu observais. J'ai juste fait un clin d'œil. Chérie, les calmes prennent toujours des notes, et parfois ces notes se transforment en mémoire à succès, ou au moins en un cas de divorce très juteux. J'ai appris beaucoup de toute cette débâcle. J'ai appris que la confiance est une chose fragile, facilement brisée par un seul email égaré. J'ai appris que l'invisibilité peut être un super pouvoir, vous permettant de vous déplacer sans être vu, de recueillir des renseignements, de planifier votre grande entrée quand personne ne s'y attend.
Et j'ai appris que parfois les actes les plus profonds d'amour-propre sont emballés dans un paquet de vengeance sarcastique. Je n'étais pas une victime. J'étais une survivante, une conteuse, une femme qui avait pris sa douleur et l'avait transformée en un chef-d'œuvre de comédie noire. Mon cœur n'était pas brisé. Il était juste recablé, plus résilient, plus cynique et certainement plus enclin à faire des blagues inappropriées aux funérailles. L'expérience avait dépouillé les faux-semblants, le besoin de se conformer, le désir d'être la bonne épouse. J'étais juste Sophie maintenant, imparfaite, sarcastique et farouchement indépendante. J'avais fait face à la trahison ultime et j'en suis sorti non pas indemne, mais insoumise et avec une punchline tueuse. La vie, j'ai réalisé, était une série de situations absurdes. Et la seule façon de les traverser était avec une bonne dose de cynisme et une blague bien placée. Eric pensait m'avoir effacé de son histoire. Mais ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que j'étais l'auteur et que j'arrivais juste à la bonne partie. La partie où la protagoniste, après avoir enduré des années à être un personnage d'arrière-plan, prend enfin le devant de la scène, vole la vedette et laisse tout le monde se demander ce qui leur est arrivé. Et quant à l'avenir, eh bien, il était non écrit, imprévisible et probablement encore plein de drames ridicules. Mais cette fois, j'étais prête. J'avais mon esprit, mon sarcasme et une nouvelle appréciation pour le chaos de la vie. Parce qu'à la fin, la famille est celle qui ne rit pas à votre visage, seulement à la blague que vous êtes devenu. Et parfois, cette blague est la plus drôle de toutes.